Salut, After CAN, deuxième épisode. Aujourd'hui, 3 matchs au programme. Beaucoup de buts, beaucoup de surprises déjà pour cette première journée qui se poursuit du côté d'Alexandrie, du Caire et aussi de Suez. Pour m'accompagner aujourd'hui, 3 invités de choix. Vous en connaissez certains. D'abord, Elton Mokolo qui sont avec moi sur After CAN. Bonsoir Elton. Bonsoir Mansour. Bruno Aoyo de Voice of America. Bonsoir Bruno. Bonsoir Mansour, plaisir d'être là. Oui, en plus le sourire parce que le Nigeria a gagné. Ah oui, moi je suis heureux moi. Ça contraste avec d'autres. Ellison Konkou, journaliste sportif. Bonsoir Ellison. Bonsoir Mansour. Ravi de t'avoir parmi nous. Merci. Et notre invité, Tripi Makonda, vous l'avez forcément connu, joueur du Paris Saint-Germain, du Stade Brestois, international aussi congolais. Tripi, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir Mansour. Bon, vous l'aurez compris, il n'y a pas beaucoup de sourires parce que la RDC a perdu, mais bon, ça c'est un fait comme ça, c'est juste un petit souci. On rappelle quand même 3 matchs aujourd'hui. D'ailleurs, on va voir les résultats. Donc, le premier match, c'était RDC-Ouganda, victoire de l'Ouganda, c'est surprise, certains diront 2-0. Ensuite, le match entre le Nigeria et le Burundi, 1-0, victoire du Nigeria. Et enfin, le match que peut-être personne n'attendait, 2 buts partout entre la Guinée et Madagascar. Alors messieurs, pour commencer, forcément, la feuille du jour, les internautes ont décidé que ça allait être RDC-Ouganda. Je ne sais pas pourquoi, c'est eux qui décident. D'ailleurs, vous aussi, vous pouvez voter chaque fois sur les réseaux sociaux, sur le hashtag AfterCAN. Alors, déjà, messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé, je vais commencer par vous, Elton, de la prestation globale de ce match? Sur la prestation globale, alors il faut dissocier. Dans un premier temps, il y a eu une bonne performance de l'Ouganda, mais c'est quelque chose, on en parlera tout à l'heure. C'est un travail de fond qui est mené. On voit que c'est une équipe qui pose de plus en plus de problèmes à des adversaires de qualité, et ça n'a pas dérogé à la règle aujourd'hui. À savoir qu'ils ont fait un bon match complet, ils n'ont laissé aucune chance à la République démocratique du Congo, qui elle a fait un non-match. Mais ce non-match qui est la conséquence de plusieurs non-matchs sur les précédentes dates. Ouais. D'ailleurs, est-ce qu'on peut parler de surprise à ce niveau de la compétition? Absolument. Pour ceux qui avaient suivi la CAN précédente avec l'équipe d'Ouganda, au Gabon, c'est plus du tout la même équipe. Ouais. Et justement, l'entraîneur français Sébastien Desabre, ce qu'il a fait, il a réussi à travailler tactiquement et à donner confiance aux joueurs. Moi, j'avais l'impression que l'équipe d'Ouganda jouait un peu sur sa combativité auparavant, mais n'y croyait pas trop. Mais là, on voit des joueurs qui ont été, pour moi, très impressionnants cet après-midi. Quand on voit Okui, quand on voit Mia, le match qu'ils ont réalisé, et puis la valeur sur Onyango derrière. Donc, pour moi, c'est une très belle surprise et j'ai pris beaucoup de plaisir à voir évoluer cette équipe d'Ouganda. C'est une belle surprise. D'ailleurs, on reviendra sur la prestation de Farouk Mia un peu plus tard. Ellison, vous en avez pensé quoi de ce match? Le Congo a été faible, techniquement, tactiquement, ils ont proposé très peu de choses, voire pas du tout. A contrario, l'équipe d'Ouganda a proposé beaucoup de choses, ils ont été solides physiquement, ils ont été au pressing, ils ont su poser le jeu, ils ont su accélérer quand il le fallait. C'était une très très belle équipe d'Ouganda. Tripi, l'œil du footballeur sur ce match forcément que vous avez suivi? L'œil du footballeur, il va dire que le match, surtout le Ouganda a très bien joué. On a vu que niveau tactiquement parlant, ils ont énormément posé de problèmes à la République démocratique du Congo. Maintenant, le Congo, on en a parlé aussi en off avant l'émission, on a vu vraiment une équipe vraiment très individualiste. Ouais. Et je pense qu'à ce niveau-là, c'est plus le collectif qui peut faire la différence et une équipe bien organisée. D'ailleurs, on va revenir sur les statistiques en chiffres de ce match pour vous montrer que c'était un petit peu peut-être un match en trompe-l'œil, que le résultat final de 2-0 n'est peut-être pas forcément révélateur de ce qui s'est passé. On vous a préparé une petite infographie. RDC-Ouganda, c'est quand même 53% de possession de balle pour la RDC, 47% pour l'Ouganda. 11 tirs à 13, 3 tirs cadrés côté RDC, 5 côté Ouganda. Et surtout, la RDC a gagné 85 duels et l'Ouganda seulement 63. Pourtant, la RDC a gagné le plus de duels, Elton. Paradoxe. Oui, mais ça démontre bien que ces statistiques peuvent être trompeuses à mesure où, et si effectivement ils ont gagné des duels, c'est aussi à mettre en perspective avec le scénario du match, à savoir qu'à la fin du match, la République démocratique du Congo devait remonter le score, tandis que l'Ouganda était plus dans un registre d'attente. Et donc quand tu es dans une notion d'attente, tu n'es pas nécessairement dans la recherche de gagner ces duels à tout prix, puisque tu vas d'abord te protéger, tes buts. Donc c'est pour ça que le score augmente. Mais après, il y a une stat qui est plus éloquente pour moi, c'est l'utilisation du ballon. Les 53%, ça démontre bien que qu'est-ce qu'ils ont fait du ballon? Ils n'ont pas utilisé le ballon à bon escient et c'est sûrement là qu'ils ont perdu le match. Bruno?
Je suis assez d'accord. Oui, au niveau de la créativité, cette équipe de République démocratique du Congo était trop insuffisante. Et c'est là où on va vraiment se poser la question, est-ce que Florent Ibenge a-t-il pensé à se réinventer? Parce que, par exemple, il tente des choses intéressantes. Il met Paul-José Mpoku au poste de numéro 10, pourquoi pas? Mais moi, par exemple, qui l'ai vu jouer depuis qu'il a 16-17 ans, il n'a jamais joué à ce poste en club. Pourquoi? Et cet après-midi, ça n'a pas marché. Donc, il faut aussi que son staff l'aide aussi à se réinventer, parce que je pense que Sébastien Desabre, il a travaillé ce match 2, 3, 4 fois, il a vu la RDC en long et en large. Et c'est pour ça, je pense que dans ce qui est concret, efficacité, l'équipe d'Ouganda était supérieure. Était super. Alors d'ailleurs, on va regarder un petit peu la composition de cette équipe de RDC qui joue en 4-3-3 avec devant le trio Bolassi, Bakambu, Meshakelia. Et voilà, il s'affiche à l'écran. On s'attendait à cette composition-là avec Mbemba aussi au milieu de terrain. Souvent, pendant les éliminatoires de la Coupe du Monde et aussi de la CAN, beaucoup de gens ont dit que c'est un système qui ne fonctionnait pas. Mais pourquoi est-ce que Florent Ibenge, quelque part, peut-être, il s'entête dans ce choix-là? Je pense parce qu'il essaie de trouver aussi son équipe qui va aussi lui permettre de travailler avec. Parce que dans une compétition, on l'avait aussi en Coupe du Monde avec l'équipe de France, voilà, c'est vraiment une structure collective et j'aime bien accentuer sur ce mot parce que le football, certes c'est individuel par rapport aux joueurs qu'il y a sur le terrain, mais c'est aussi une structure collective qui fait qu'on peut emmener quelque chose. Ouais. Et là, je pense que Ibenge, qu'il essaye de trouver vraiment les joueurs qui vont lui permettre déjà de travailler tout le temps avec, parce qu'après il faut que ça soit une continuité. Bien sûr. Et surtout de pouvoir aussi, pour que ça puisse aussi, par rapport aux joueurs, d'apporter une émulation, une concurrence. Et au-delà de ça, je pense que Ibenge, il sait qu'il a des joueurs de qualité. Ouais. Donc il sait qu'il a une somme d'individualité au sein de la RDC. Donc à partir de ces sommes d'individualité, il essaie de trouver son collectif, une mécanique qui roule. Donc pour ça, il faut s'entêter, il faut que les joueurs jouent ensemble, il faut qu'ils trouvent les automatismes. Après, ça fonctionne ou pas, comme ce soir, mais en tout cas, il faut essayer, il faut le faire, il faut le mettre en pratique. Alors on a vu justement, il a ces joueurs qui essaient de s'évertuer à faire jouer ensemble, mais ça ne prend pas, surtout quand on voit le trident devant, ça ne prend pas. Et c'est dans la continuité de ce qui s'était passé en qualification. Je veux dire par là, quand tu gagnes par 2 matchs sur 6, ça démontre bien qu'il y a un problème. Il y a un problème dans la mesure où tu n'arrives pas à trouver ta structure, tu es à la merci de tous tes adversaires, dans la mesure où, comme le disait Trippi, c'est très très important d'avoir une structure parce qu'il y a la notion d'équipe qui est à prendre en compte. Ouais. Et à partir du moment où tu as une équipe qui est scindée en deux, ça peut passer ric-rac sur les éliminatoires où l'opposition était entre guillemets nettement moins relevée. Et par exemple sur une CAN où on a les 24 meilleures équipes du plateau africain, ça ne passe pas. Et on l'a vu cet après-midi, à savoir qu'à partir du moment où Ouganda a pris les devants au score, c'était très compliqué parce que la République démocratique du Congo était dans la recherche d'égaliser et à partir de ce moment-là, il fallait se déséquilibrer. Et dès lors, on a vu une équipe qui était réduite à des individualités. Alors tout à l'heure, Bruno, vous parlez de Paul-José Mpoku qui apparemment a déçu. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs comme ça que vous n'avez pas trouvé à leur niveau ce soir? Je pense que Bob, on l'a pas trop, surtout dans le 4-3-3. Sur le 4-3-3, en fait, en sentinelle, il faut vraiment, on va dire, on prend l'exemple de Casemiro. Casemiro, de quelqu'un qui va vraiment à la bataille et que ça soit une machine à laver. C'est que dès qu'il reçoit le ballon, dès qu'il le récupère, parce qu'on n'en parle pas d'intercession, mais dès qu'il récupère le ballon, il arrive à mieux l'orienter. Et c'est vrai que l'équipe de Ouganda, on l'a vu aussi au niveau défensif, au niveau du pressing, ils ont mis énormément de difficultés au Congo et c'est pour ça qu'il y a eu énormément de jeux longs. J'en ai compté, je sais pas combien. Et devant ma télé, j'en pouvais plus, quoi. Et ce jeu long excessif, au final, n'emmène rien parce qu'après, les lignes sont distendues. Et au final, le Ouganda, quand ils ont commencé à marquer, ils ont réussi à trouver des passes bien structurées au milieu du terrain. Alisson, je vois tout à l'heure acquiescer ce que Trippi dit. Je suis d'accord. Très bonne analyse. Non, mais pour les joueurs qui ont déçu, il y a à sa décharge Cédric Bakambu qui n'a pas reçu beaucoup de ballons. Hein. Ouais. Après, un attaquant qui ne reçoit pas de ballon, forcément, il ne peut pas les bonifier, c'est plus compliqué. Après, on attend beaucoup de lui au Congo, mais malheureusement, ce soir, il a déçu. Alors, ça tombe bien que vous nous parliez de Cédric Bakambu parce qu'on sait qu'il est très très attendu. Il y a Harold Montero qui a fait un petit portrait, celui qui revient un petit peu sur sa saison et les attentes qui sont placées en lui. On regarde ça et puis après on revient tout de suite en plateau pour en reparler.
Champion d'Europe des moins de 19 ans avec la France, l'attaquant Cédric Bakambu est désormais international avec la République démocratique du Congo. Après 4 saisons avec Sochaux, une avec Bursaspor, puis 2,5 avec Villarreal, il rejoint le Beijing Guan en Chine. À la suite de ce transfert, celui que l'on surnomme Bakagol devient officiellement le joueur africain le plus cher de l'histoire après que son nouveau club ait déboursé 74 millions d'euros pour s'attacher ses services. Cette somme s'explique par le fait qu'en Chine, dès qu'un transfert dépasse les 6 millions d'euros, la fédération chinoise impose une taxe de 100% au club acheteur. De plus, il y touche un salaire de 18 millions d'euros par an. Pour sa première année en Asie, il inscrit 19 buts et délivre 6 passes décisives en 23 matchs de championnat et remporte la Coupe de Chine où il marque pendant la finale aller et avec 4 buts et une passe décisive en 5 matchs sur la compétition. Cette saison, le natif d'Ivry-sur-Seine a découvert la Ligue des champions asiatiques avec 3 buts en 4 matchs. De nombreuses rumeurs annoncent son retour en Europe et Bakambu ne ferme pas la porte, donnant une priorité à la Liga espagnole qui lui convient le mieux selon lui. Cédric Bakambu pourrait convaincre un club de le rapatrier en Europe avec la CAN 2019, à condition qu'elle soit réussie avec les Léopards. Bakambu, 19 matchs en 23 buts, ça parle. Alors justement, on va regarder les statistiques de Cédric Bakambu sur ce match contre l'Ouganda. Très peu de ballons touchés pour lui, 18 seulement, 3 tirs, 2 cadrés, 14 duels, seulement 4 gagnés et surtout 83% de passes réussies. Elton, quand on est attaquant et qu'on est si peu servi par ses coéquipiers, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et c'est pour ça que moi je me ferais l'avocat du diable Bakambu, à savoir que c'est un problème qui est structurel quand on parle de la République démocratique du Congo, à savoir qu'on n'arrive pas à toucher Cédric Bakambu. Et c'est de plus en plus fréquent. Le dernier match amical face au Kenya, c'était la même chose, à savoir qu'on avait des longs ballons. On sait que Bakambu, c'est pas le joueur le plus grand de la planète. On sait que Bakambu, on l'a vu sur le reportage à Villarreal, là où il a brillé, c'était parce qu'il était dans une attaque à 2. Donc qu'est-ce que ça voulait dire ? Il y avait un attaquant qui faisait le travail de sape sur les premiers mètres pour garder le ballon, et Bakambu, il attaquait la profondeur. Ouais. Là, on voit que c'est un attaquant qui est tout seul et il l'utilise à contre-emploi puisqu'il doit aller chercher des ballons de la tête et il peut pas le faire. Surtout que derrière, l'acheminement du ballon, il est pas bon. Donc au final, on voit des statistiques, 18 ballons. Moi, je suis pas surpris parce que ce qu'a fait Bakambu, on l'a vu non seulement face au Kenya, mais même le match où il marque face au Libéria lors de la 6e journée, c'était la même chose. Le but fait tout oublier, mais non au final. Bruno, quand vous voyez ce match de la RDC face à l'Ouganda, comment est-ce que vous jugez la prestation de Bakambu ? Il y a beaucoup d'attentes autour de lui et pourtant, malheureusement, pour l'instant, il n'arrive pas à donner la pleine mesure de ce qu'il peut faire. Mais en fait, le problème du jeu de la République démocratique du Congo avec Ibenge ces derniers temps, en tout cas depuis que Bakambu est international pour cette équipe, c'est qu'il est très stéréotypé en fait, parce qu'en fait, on se rend compte que l'équipe est meilleure quand Bolingui joue, mais c'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a un problème dans le travail, dans la préparation des matchs, dans comment on le trouve. Et puis là, c'était franchement mission impossible. Aujourd'hui, Meshak Elia et Yannick Bolasie, franchement, ils ont joué un peu, voilà, ils ont essayé de... C'était de la petite tambouille, quoi. C'était pas du football de haut niveau. Enfin, ils étaient là, ils essayaient de jouer leur carte. Il y a vraiment un gros problème dans l'animation et c'est pas normal parce que Bakambu, dans n'importe quelle équipe de haut niveau, il marque des buts. S'il est servi, il a des occasions. Et il marque. Donc c'est pas normal. Et ça, il va déjà falloir pour le prochain match qui arrive très vite et qui sera chaud bouillant patate contre l'Égypte, il va falloir réfléchir fortement à ça. Alors Trippi, dans ces situations-là, c'est quand on fait, on va dire, prime au collectif, on fait une équipe pour essayer de gagner, ou alors on essaie de mettre, entre guillemets, son meilleur joueur dans les meilleures conditions pour qu'il donne la pleine mesure de son talent. Ah, c'est sûr, on essaie de mettre son meilleur joueur dans les meilleures dispositions. Ouais. Après, vraiment sur l'équipe de la RDC, on voit bien aussi que les milieux n'ont pas pu apporter, n'ont pas pu, comme on dit, un dépassement de fonction. Oui. Ça veut dire qu'on voyait beaucoup Chancelier Mbemba, surtout rester au milieu de terrain à côté de Bob. Et on voyait aussi Mpoku, pardon, Mpoku, tout à fait. qui essayait de se balader entre les lignes, mais les ballons n'arrivaient pas. À partir de ce moment-là, c'est très difficile. Donc Mpoku venait reprendre les ballons vers le bas. À partir de ce moment-là, jeu long, il est tout seul, c'est fini. C'est vrai que ça a été un vrai problème, à savoir l'étagement des milieux de terrain. Et on sait que pour déséquilibrer l'adversaire, il faut te déséquilibrer et gagner du terrain en quelque sorte. Ouais. C'est-à-dire que tu vas aller sur des zones pour pouvoir toucher des joueurs et avoir des joueurs lancés et qui puissent t'amener rapidement vers le but. Là, on a vu des joueurs qui étaient très souvent alignés à la même hauteur, et donc c'était problématique parce qu'à partir du moment où tu es aligné à la même hauteur, tu n'as pas la possibilité
possibilité de trouver des joueurs dans le camp adverse et ça rend le jeu plus compliqué. Et tu es obligé d'allonger pour gagner les seconds ballons et même là, tu les as pas gagnés. Alors, on va continuer dans l'analyse des joueurs. Il y en a un qui a énormément déçu d'ailleurs. Il a les plus mauvaises statistiques du match. C'est pas Merveille Bopé, c'est pas Paul-José Mpoku, c'est Yannick Bolasie. Yannick Bolasie, forcément, qui est très attendu dans son rôle d'ailier percuteur. Malheureusement pour lui, ça s'est pas très bien passé aujourd'hui. Yannick Bolasie, c'est voilà, juste. Alors, Bolasie, c'est un tir, pas cadré, 9 duels et surtout sur ces 9 duels, seulement 3 gagnés. Et 64% de passes réussies. Alisson, pour un ailier qui est censé faire des différences, 9 duels, 3 gagnés, c'est pas le match du siècle. C'est très peu, malheureusement. C'est très peu, mais encore une fois, on est redondant depuis tout à l'heure, c'est à l'image de son équipe. Très peu de duels gagnés, très peu de passes vers l'avant. C'est un match faible, techniquement. Tripou, vous en avez pensé quoi de sa performance? Après, à sa décharge, on sent aussi que Bolasie a aussi une perte de confiance. Ouais. Voilà, il sort aussi d'une très longue blessure qu'il a eue quand il était en Angleterre. Donc il a dû aussi se reconstruire par rapport à ça, parce que pour moi aussi, l'avoir vécu aussi cette blessure, c'est un processus très long. Et surtout au niveau de la confiance aussi, au niveau du niveau qu'on voudrait avoir, voilà, c'est un travail vraiment mental. Voilà, il est parti en Anderlecht, ça s'est plutôt bien passé. Il a essayé de retrouver un peu son potentiel, on va dire, explosif qu'on aime tant de Bolasie. Après, sur le match, voilà, c'est très dur, c'est un match à 16h30 avec une chaleur quand même intense. Ça fait très longtemps qu'il n'a pas joué un match de ce niveau-là. Voilà, après aussi c'est un joueur aussi qui tente énormément. Ouais. Donc voilà, c'est les stats aussi, c'est un peu mitigé parce que pour des joueurs, on va dire créatifs, ouais, on peut pas trop parler de stats parce que on peut prendre le cas de Neymar qui perd énormément de ballons en Ligue 1. C'est le jeu qui demande ça en fait, c'est son jeu. C'est le jeu, en fait, il faut répondre au jeu. C'est le jeu en fait qui dicte comment le joueur va percevoir les choses. Mais alors du coup, est-ce que Bolasie c'est pas le genre de joueur peut-être qu'il doit entrer en jeu plutôt que de démarrer un match? Moi, je pense qu'il doit démarrer un match et je le dis d'autant plus facilement que sur ce même plateau, j'ai souvent été dur avec lui quand ça n'allait pas. Mais pour le coup, il y a eu un tel marasme collectif que c'est difficile de le blâmer parce que Bolasie, c'est un joueur explosif et on sait que les ailiers, il y a une notion de risque qui est très importante. À partir du moment où on te donne pas les ballons dans les bonnes zones, t'es pas en position d'avoir des 1 contre 1 qui vont être à ton avantage. Et d'ailleurs, quand tu parles des statistiques, j'ai pas vu un Bolasie qui a eu des duels des 1 contre 1 sur le match. Il a eu des 1 contre 2 et finalement ça impacte ses statistiques. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, le collectif ne lui a pas permis de se sublimer et d'avoir des ballons exploitables dans les 30 derniers mètres. Et on sait que c'est là où il se distingue. Alors forcément, Bruno qui dit collectif défaillant dit la faute de l'entraîneur. On va se rire. C'est moi qui... Non, on va tous en parler. On va tous en parler. Non, parce que je sais qu'ils sont pas objectifs. C'est pour ça. Je sais qu'ils sont pas objectifs. Florent Ibenge, c'est un coach local qui a fait du très bon travail, mais qui depuis quelques temps est aussi des fois critiqué pour certains choix. Mais malgré ça, il continue, il persiste dans certains choix. Est-ce que quelque part pour lui, ça va pas être la canne de trop ou ça peut lui valoir cher au final, si jamais ça passe pas? A priori, il a encore 2 matchs pour se refaire, même si ça va être très compliqué. Oui, c'est ça en fait. J'ai l'impression que Florent Ibenge, quand il a pris cette équipe, voilà, il y avait un vent de fraîcheur, etc. C'était intéressant. Je crois qu'il la prend pour la CAN 2015, il me semble. C'est ça. Et en fait, là, à ce moment-là, il développait des joueurs, c'était intéressant. Et depuis, on sent notamment, depuis l'élimination en quart lors de la dernière CAN, on sent qu'il n'y a plus de dynamisme, de progression, que lui-même aussi n'arrive plus à trouver les solutions. Et c'est dommage. Et ça, c'est vraiment dommage, quoi. Et comment est-ce qu'on pourrait expliquer à Alisson ce côté un peu peut-être stagnation? Vous disiez qu'il stagne. Est-ce que c'est pas peut-être le côté aussi d'avoir les 2 casquettes entraîneur de Vital Club et aussi sélectionneur de la RDC? C'est du boulot d'avoir les 2. C'est du boulot d'avoir les 2. Après, s'il l'a choisi, c'est qu'il sait le faire. Pour ses choix dans la RDC, comme il a fait des choix forts, qu'il assume, après, qui ne portent pas forcément leurs fruits ces derniers temps, c'est un entraîneur très critiqué aussi au Congo. Ouais. Là, c'est le deuil national au Congo, faut le savoir. Ils sont à part le plateau aussi. Hein, donc. Non, mais là-bas c'est pire. Ils sont en quelque sorte, limite, je pense qu'après cette CAN,
il aura du mal à se relever. Je pense qu'il sera encore plus contesté que d'habitude. Ça sera vraiment, vraiment difficile. Je ne sais pas quel sera son choix ensuite pour l'équipe nationale du Congo, mais ça sera vraiment, vraiment difficile pour Ibenge. Là, on parle comme si c'était fini, mais c'est pas encore fini. Il reste 2 matchs. C'est pas encore fini, il reste 2 matchs, mais pour le premier match, en tout cas, c'est mal embarqué. Ouais. Non, c'est pas encore fini. Après, voilà, Ibenge, il a ramené aussi ce lien entre les locaux et les binationaux. Les campagnes qu'il a pu faire aussi en Europe pour ramener aussi des joueurs de qualité. On peut aussi le dire. Après, voilà, sélectionneur, il est aussi Vita Club. Le sélectionneur de Madagascar, il entraîne aussi à Fleury. Vita Club et Fleury, c'est peut-être pas pareil. C'est peut-être pas pareil, mais c'est aussi quand même un double poste. Oui. Donc, si l'entraîneur de Madagascar arrive à le faire, je vois pas pourquoi Fleury Ibenge ne pourrait pas le faire. Maintenant, voilà, c'est essayer de trouver vraiment ce lien qui va permettre à l'équipe, au sélectionneur et à son staff d'avoir un bon élan. Alors, Elton, juste avant le coup d'envoi de la CAN, il y a eu l'imbroglio autour de Gianelli Mboula, qui avait été dans la présélection, qui ensuite est parti apparemment pour les soucis administratifs. Finalement, il y a eu la conférence de presse du président Constant Marie qui a dit que non, c'est pas administratif, c'est le choix du staff. Est-ce que quelque part là, le président Marie, il n'a pas lâché Ibenge? C'est vrai que ça le fragilise parce qu'on est sur une préparation, on sait que c'est très compliqué, il y a des égos à gérer parce que tout le monde veut jouer le premier match et donc forcément quand tu as un message envoyé depuis ton propre camp, ça aide pas à apporter de la sérénité autour de la section, d'autant plus comme on l'a dit sur le plateau, Ibenge par rapport à 2015, il n'y a pas l'état de grâce, loin de là, et donc forcément ça l'a pas aidé. Alors justement, question téléspectateurs, d'ailleurs l'occasion de rappeler que vous pouvez interagir avec nous sur le hashtag AfterCAN ou allez aussi sur Facebook, posez vos questions par message et tout, on va essayer d'y répondre quand elles sont pertinentes. Est-ce que c'est pas la CAN de trop pour lui? Tout le monde a le droit de répondre. Est-ce que c'est pas la compétition de trop? Moi je pense que c'est pas forcément ça en fait. Je pense que aussi par exemple un simple problème pour moi, déjà dans son staff, la constitution de son staff déjà avec Monsieur Miayo et un autre dont j'ai oublié le nom, Pamphile quelque chose, ils sont 3 et en fait j'ai l'impression que ces 2 adjoints, c'est un peu les adjoints qui vont pas lui piquer sa place en fait. Et je trouve que c'est un problème. Il faut, à un moment donné, aussi, même si c'est bien qu'il entraîne Vita Club et l'équipe nationale, il faut aussi à un moment réfléchir à comment tu peux progresser en fait. Et pas juste être en train de gérer les affaires courantes. Parce que c'est dommage. Si on perd un entraîneur comme ça, par exemple, je sais pas, ils prennent un carton contre l'Égypte et ensuite contre le Zimbabwe, et qu'il est limogé, si en Afrique on perd un entraîneur comme ça pour ces raisons, ce sera dommage quoi. Donc c'est aussi à lui de réfléchir comment il peut s'aider. Je sais pas, là maintenant, je pense qu'il est sous pression et qu'il le sent, d'appeler ses mentors, etc. pour se reprendre en main et faire de meilleurs choix sur le second match. Oui, parce que en fait, pour Ibenge, c'est quand même une situation paradoxale parce qu'on décrit sur ce plateau une mésaventure des sections africaines qui n'arrivent pas à s'installer dans la durée avec des projets. Lui, c'est le cas. Et lui, c'est le cas justement. Et peut-être qu'il y a un délitement du projet, à savoir que ça reste une sélection avec des êtres humains et donc c'est très difficile de faire passer le même message d'une année à une autre. Et je suis d'accord avec Bruno, à savoir qu'il faut se stimuler à l'intérieur du staff, il faut qu'il y ait une nouvelle émulation pour ne pas être dans une situation de confort parce que en fait le problème je dirais d'Ibenge c'est qu'il a commencé par le dessert dès qu'il est arrivé en sélection. Ça marche. Et il est arrivé avec une demi-finale alors que la République démocratique du Congo sortait d'années qui étaient très compliquées, donc forcément il a placé des standards tellement hauts qu'il est obligé de rester à ces standards là et il y a aussi cette non-qualification mondiale 2018 qui a été un coup d'arrêt et depuis c'est très difficile de passer au-dessus. Je ne pense pas que ce soit la CAN de trop, je pense que c'est à lui de retrouver son équilibre, de se réinventer, d'innover et de trouver son équipe et de bien communiquer aussi avec son staff. Trippi, ça passe par quoi? Est-ce que, par exemple, est-ce qu'il doit couper entre guillemets des têtes, c'est-à-dire que certains joueurs qui ont des places de titulaires, peut-être les mettre un petit peu sur le banc, tenter autre chose? Non, je ne pense pas qu'il faut couper des têtes parce que voilà, c'est quand même une sélection. Ils sont amenés à vivre ensemble, on va dire, pendant 1 mois jusqu'à la finale. Ouais. Donc, couper des têtes, ça serait mettre, on va dire, le collectif en péril et même lui-même, sa position, la mettre vraiment en difficulté. Je pense que voilà, c'est comme les personnes ici sur ce plateau l'ont dit, c'est vraiment à lui d'innover, d'aller chercher vraiment plus loin, même dans sa recherche personnelle, de savoir ce qu'il veut faire aussi de la sélection, peut-être faire des choix forts. Parce que voilà, aussi une sélection, ça permet aussi de voir plusieurs joueurs et de mettre encore aussi plus fort que ce qu'il a fait. Encore plus fort de ce qu'il a fait. D'accord. Parce que après la Moulumbu avait une petite gêne musculaire. Bon, j'espère pour le deuxième match. Qui va revenir.
qui va revenir. On peut voir aussi ce que ça peut donner. Pourquoi pas changer de tactique, passer en 4-2-3-1, parce que le 4-2-3-1, enfin pour moi, en tant que voilà, pour moi c'est une structuration qui permet d'être solide aussi défensivement. Voilà, ça, lui, je suis pas à sa place. S'il veut, je peux venir. Mais... Coach Bengue, after Cannes, si vous voulez réagir, c'est maintenant. On va quand même parler de l'adversaire parce qu'il y a l'Ouganda qui a fait un très bon match. D'ailleurs, avec Farouk Mia, le jeune joueur de l'Ouganda, Farouk Mia, 2 passes décisives sur ce match. D'ailleurs, on va voir sa fiche de statistiques. Farouk Mia, c'est 62 ballons joués et surtout sur les 62 ballons, 100% de passes réussies. Elton, match plein pour lui. C'est un match plein et c'est ce que je disais tout à l'heure, à savoir que si la République démocratique du Congo a eu des problèmes à l'intérieur du jeu, notamment au niveau de son pressing, c'est aussi à cause, entre guillemets, de ce joueur-là, parce qu'il a su trouver les solutions qui ont fait avancer son équipe. Ouais. Et donc à partir du moment où tu as la passe qui te permet de faire avancer dans le jeu, c'est d'autant plus facile pour toi. Et après, sur les coups de pied arrêtés, il a été d'une réussite insolente aux grandes dames de la République démocratique du Congo, parce que c'est quand même un exercice pas si facile à réaliser, parce qu'on voit bien que c'était bien travaillé, l'idée de chercher au premier poteau. Ils avaient sûrement détecté une faiblesse parce que on met pas généralement sur la protection du premier poteau, c'est pas là où on est le plus attentif. Après, le manque d'objectivité dira que le placement défensif des Congolais n'était pas... Oui, c'est ça. Parce que très souvent, le premier poteau, on a tendance à dire on va davantage mettre de la densité, aller au milieu et pouvoir au deuxième poteau à la limite. Mon premier poteau, on n'y pense pas, il a bien joué l'affaire. Après, il est très difficile aussi d'être en réaction au premier poteut. Parce que les joueurs sont lancés, les Congolais sont arrêtés. C'est ça. Donc là, on voit Tisserand qui est avec son joueur, qui a marqué, pardon, et on voit qu'il passe devant, et puis Bakombu ne le voit pas. Ouais. Donc lui, il est aussi un peu attentiste par rapport à la situation, et il passe devant lui, ça fait but. Ça fait but. Alors, messieurs, juste avant de finir, et madame, cette première partie... Je me rattrape, hein. Avant de finir cette première partie, jusqu'où peut aller cette équipe d'Ouganda? Parce qu'on a l'impression que c'est ce genre d'équipe-là qui sont les équipes d'Afrique de l'Est, qui sont entre guillemets des forces montantes un petit peu. Déjà, il y a quelque chose qui est positif pour eux, c'est que non seulement ils ont gagné le premier match, donc ça fait 3 points, il y a surtout la différence de but qui n'est pas non négligeable, parce que tu as un +2 dans la perspective. Allez, dans le pire des cas, si tu es sur une 3e place, ça peut jouer. Donc moi, je vois aujourd'hui, avec 3 points, ils peuvent aller en 8e. Ouais. Bruno, 8e aussi? Oui, mais après, il faut voir, en fait. Il faut voir déjà s'il confirme le prochain match contre le Zimbabwe. Si c'était pas la RDC qui était trop faible, et parce que parfois on a des exploits comme ça. Moi, je me souviens au mondial 2010, la Suisse bat l'Espagne lors du premier match. La Suisse n'a pas passé le premier tour. Donc, il y a des petites surprises comme ça, mais bon, il faut voir dans la durée, quoi. J'attends le 2e match. Pour vous, l'Ouganda? L'Ouganda, s'il continue de fournir des prestations aussi solides, je pense qu'ils iront au 8e tranquillement. Sur ce qu'ils ont montré aujourd'hui contre la RDC, je pense pour eux, c'est sans limite. Je pense qu'ils peuvent faire quelque chose dans cette CAN. Donc voilà, l'Ouganda peut peut-être faire des choses dans cette CAN. Ce sera le mot de la fin pour cette première partie. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie. À tout de suite. Vous savez que là-dehors, en fait, ils sont des milliers à compter sur nous. On sait que c'est difficile. L'adversaire est coriace. Il faut rien lâcher. Surtout, ne vous laissez pas impressionner. Et on cherche les combinaisons. Soyez collectifs. Comme toujours. On est une bonne équipe. On est une belle équipe. Et moi, j'ai confiance en vous. C'est comme ça qu'on pourra battre le coup dystrophie. Et aider les enfants malades. Allez, c'est parti. Bienvenue dans votre journal de la mi-journée. Bienvenue à toutes et à tous dans le grand journal des sports.
Afrique, toute l'actu, tous les sports, tout l'Afrique. Salut à tous, vous connaissez After Stade. Pendant la CAN, rendez-vous dans After CAN, votre émission 100% foot, tous les soirs après le dernier match du jour, avec en plateau mes invités et mes chroniqueurs pour débattre sur des sujets enflammés. Au programme, beaucoup de bonne humeur et aussi de l'analyse et du décryptage. Mais aussi votre participation à vous, les téléspectateurs, sur les réseaux sociaux. Envoyez-nous vos questions, on y répondra en plateau. On compte sur vous dans After CAN sur Stade Afrique et nulle part ailleurs. Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sport Palabre, Stade Afrique. Est-ce qu'eux, ils y vont sans complexe en disant « mais moi aussi j'ai le droit ». Maintenant après, comme je disais tout à l'heure, c'est un tour de table des fois qu'on peut avoir. On veut responsabiliser les fédérations. En fait, déjà dès que tu commences en pro, on te dit tu as ce devoir d'exemplarité. Qu'il se passe en Europe, en Asie, en Afrique ou ailleurs, le monde entier pourra le voir. Des débats enflammés, des polémiques et des spécialistes. Votre talk show du mercredi, c'est Sport Palabre à 19h20, présenté par Laurent Leleu. Retrouvez-moi tous les mardis à 19h40 dans Brakissa Rencontre pour découvrir une nouvelle personnalité du monde sportif. After CAN, deuxième partie, toujours accompagné d'Elton Mokolo, Bruno Aoyo, Alison Kunku et Tripi Makonda, notre invité du soir. On a beaucoup parlé, c'est passé vite malheureusement, du match entre la RDC et l'Ouganda. Il y avait aussi deux autres affiches ce soir, dont notamment Nigeria-Burundi, victoire du Nigeria 1-0. Certains diront que les Super Eagles ont fait le travail comme l'Égypte hier. On va dire mission accomplie, minimum syndical, Elton. Oui, parce qu'on en parlait en off quand je suis arrivé. On sait que le premier match est très important et qu'on est surtout dans un objectif de gagner. Donc ils ont rempli cet objectif. C'était une entrée en matière qui était compliquée. Il ne faut pas oublier qu'ils ont évolué dans un contexte qui était compliqué avec l'épisode Kalou. Donc à moins de 24 heures d'un match aussi important que le premier match, tu n'as pas forcément envie de jouer un match de football. Donc ils ont gagné le premier match, on va retenir ça. Mais c'est vrai que ça a été très poussif. Comment vous avez trouvé Bruno, votre Nigeria? Solide comme on l'attendait. Voilà, une équipe de garde notre or en fait, hein, et qui a tenu son rang. On a eu un peu de chance, on peut dire ça, mais en même temps, voilà, c'est le Nigeria, Olaina qui fait une superbe passe décisive à Igalo. Est-ce qu'elle est volontaire cette passe décisive? Oui. Après, sur le direct, certaines personnes ont dit que c'était pas forcément, c'est un joueur de qualité. Il est formé, n'oublions pas. Il est certes nigérien, c'est pas ce que les gens ont l'habitude de voir ici en Europe, mais il est formé à Cobham, à Chelsea, donc c'est un joueur de qualité. Il fait une superbe passe et Igalo qui était pas content d'être sur le banc, qui montre sa qualité de buteur. Donc c'est un début rêvé, sachant que le Burundi a bien tenu quand même. J'ai trouvé le Burundi intéressant. Notamment leur défenseur central, dont j'ai oublié le nom, mais qui joue en Afrique du Sud, il me semble. Voilà. Alors, Alison, on a l'impression que le Nigeria, c'était pas fou, mais au moins c'était sérieux et appliqué. Du pragmatisme un petit peu. C'était pas fou, on attendait le Nigeria. C'est un premier match, une entrée en matière. Ils ont fait le travail, ils ont gagné 1-0 comme l'Égypte hier, on l'a dit. Après, je pense qu'ils vont monter crescendo au fur et à mesure de la compétition. Ils se sont fait un peu secouer par le Burundi sur 2-3 grosses occasions du Burundi. Après, ils ont fait le travail. Je pense que dans les prochains matchs, on va voir un Nigeria encore plus solide et encore plus offensif. Tripi, vous attendiez à cette prestation du Nigeria, ce visage qui a été affiché? Oui, le Nigeria, c'est une nation solide. On l'a vu dans le match. Après, voilà, c'était un match maîtrisé de la part du Nigeria. Parce que voilà, on sait que les premiers matchs sont très importants.
Et on voit aussi que les nations, on va dire je vais pas dire petites nations parce que ça serait l'air dévalorisé, on va dire les nations de second plan, on voit qu'ils ont aussi une tactique d'attente comme le Ouganda, comme le Burundi face au Nigeria. Et ce qui a fait la différence au Nigeria, c'est leur jeu à une touche, qui a permis aussi de déstabiliser aussi une défense qui vous attend. Voilà, après la passe, elle est majestueuse, on l'a vu, et le but, plein de sang-froid. Aussi. Alors du coup, oui, Elton, vous dire quelque chose ? Oui, alors sur le match en lui-même, il a été très intéressant parce que Burundi allait chercher parfois très haut Nigeria. Et donc là où il y a eu une problématique côté Nigeria, c'est qu'ils n'arrivaient pas à trouver des joueurs, notamment à l'intérieur du jeu. Je pense à Obi Mikel qui a eu un match très difficile. Mais d'ailleurs qui est sorti, il a été remplacé. Hein. Ouais, c'est ça. Il était très haut, Obi Mikel d'ailleurs. Il était très haut et donc il n'était pas très mobile et donc forcément il a fait les frais des choix de garde trop. Et donc là où le Nigeria a pu compter sur son banc, c'est que à l'échelle du continent africain, quand tu peux sortir Igalo, quand tu peux sortir Moussa, c'est quand même de belles réserves et c'est là où ils ont fait la différence parce que comme l'a dit Trippi, à partir du moment où tu as des joueurs qui vont attaquer la profondeur et qui sont capables de remiser en une touche et que tu as ce geste de génie avec Olaïna, ça fait la différence. Ouais, après, le problème aussi, c'est que John Obi Mikel, je sais pas pourquoi on s'entête en fait avec lui en meneur de jeu. En fait, ça vient tout simplement de la. Non, mais en fait, ça vient tout simplement en fait de la Coupe du Monde 2005 des moins de 20 ans où il jouait meneur de jeu en fait. C'était il avait des jambes une à l'époque équipe aussi. avec oui, partout il est passé, il joue numéro 6. Mais en fait, il est formé en tant que meneur de jeu et Mourinho l'a mis au poste auquel il doit jouer et auquel il peut jouer dans le football de haut niveau, c'est-à-dire numéro 6. Et je sais pas pourquoi, il arrive à imposer le fait de jouer 10 en équipe nationale, mais c'est pas possible. Là, on a encore vu aujourd'hui. Est-ce que ça ne dessert pas l'équipe plus que tout ça d'avoir un joueur collectif? On a vu les excentrés rentrer à l'intérieur. Ouais. On a vu le milieu gauche qui joue Arsenal rentrer à l'intérieur. On a vu le détonateur que j'ai bien aimé côté droit avec son pied gauche, pareil, rentrer aussi à l'intérieur. Donc à partir de ce moment-là, c'est très dur surtout quand on a envie d'avoir un numéro 10, on a envie que ça soit le leader technique, le détonateur, le créateur, le leader technique. Donc quand on n'a pas ça, c'est très difficile pour une nation comme le Nigeria de trouver des liens. Parce que les qualités d'Obi Mikel à ce poste, c'est à l'opposé de ce qu'on demande à un meneur de jeu, à savoir que le meneur de jeu, il doit changer le rythme de manière violente. C'est-à-dire que quand on doit déséquilibrer l'adversaire par la passe ou par un tir, on doit impulser quelque chose de violent. Et là, Obi Mikel, il est toujours dans la continuité de ce qu'il fait. Il n'impose rien du tout. Donc les ailiers, ils n'ont pas de ballon exploitable parce qu'il n'y a pas de passe qui arrive à bon escient. Et l'attaquant, c'est très compliqué pour lui, puisqu'il n'a pas un ballon non plus exploitable. Non, c'est tout. Oui, Bruno. Après, on va dire une chose très honnêtement, si John Obi Mikel est titulaire au prochain match, pour moi c'est étrange. À ce poste. Titulaire tout court, c'est clair. C'est très étrange. Voilà. Il faut dire les choses. Tout le monde est d'accord sur le plateau. Après, il a le statut de capitaine. Mais bon, il était parti, il est revenu en sélection aussi. Donc après, il y a beaucoup de choses qui se passent comme ça. Moi, je sais pas. Après, c'est aussi l'Afrique. Il faut aussi dire les choses. C'est l'Afrique. Et l'Afrique, c'est comme ça. Hein. On ne sait pas ce qui se passe derrière. Moi, j'ai vu Rui Costa s'asseoir sur le banc. Donc, dans une compétition chez lui. Donc pour moi, John Obi Mikel doit s'asseoir sur le banc. Alors on va faire un zoom sur un joueur quand même qui a décanté la situation, forcément c'est Ogion Idalo, qui a débuté sur le banc, qui aurait pu être titulaire. On va regarder d'ailleurs sa feuille de statistiques, elle est très simple, hein. 2 tirs, 1 but, mais Igalo surtout, il rentre à la 73e, il marque à la 75e. Alisson, ça c'est chirurgical, c'est le fameux rôle de joker. Coaching gagnant, ouais. C'est ce qu'on appelle un coaching gagnant. Il rentre, il marque, que demander de plus? Du coup, justement, on parlait des choix de Gernot Rohr, Obi Mikel titulaire, mais peut-être qu'aussi au final, il s'est rendu compte de ses erreurs, de ce qui n'allait pas, parce qu'il fait rentrer Moussa et Igalo, et ce sont 2 joueurs qui ont tout de suite tout changé, Trippi. Parce que c'est un luxe de sortir 2 joueurs et de faire rentrer 2 joueurs qui courent encore plus vite. Ouais. Et surtout à ce moment, on va dire, du match, parce qu'on arrive aussi à la 70, 75, où les jambes commencent à être lourdes, la chaleur tape le système et que les joueurs sont fatigués et qu'on arrive à faire entrer surtout Moussa qui m'a fait vraiment et énormément plaisir sur sa prestation. Voilà, c'est un luxe et ils ont réussi à faire la différence.
Elton, vous en avez pensé quoi, vous, de cette entrée des deux joueurs, Ighalo et Moussa? Moi, c'est ce que je disais sur Moussa, c'est un luxe, comme l'a dit Trippi, parce qu'on l'oublie, mais l'an dernier, ça a été un game changer en Coupe du Monde. À savoir qu'il a détruit l'Islande à lui tout seul. Donc, forcément... propre comme figurant, en plus. Il a fait donner des points de suture à l'Islandais. C'était déjà dans le même contexte, à savoir qu'il arrive et il fait ses différences. Donc, forcément, quand on est à la 70e minute et que Burundi commence à puiser dans ses réserves, le fait d'avoir un joueur comme ça, qui est très mobile et qui va attaquer la profondeur, c'est quelque chose de très intéressant. Et pour Ighalo, on sait qu'il va apporter du volume, est capable d'avoir aussi cette mobilité. On voit bien sur son but, il part de la gauche pour revenir à l'intérieur et finir à l'opposé. C'est vraiment des choix qui sont très intéressants. Bon, en face du Nigeria, il y avait quand même un adversaire, le Burundi, qui n'a pas été ridicule, loin de là. D'ailleurs, le Burundi a eu 2 grosses occasions. Bruno, il y a sur un contre, c'est un sauvetage, et puis il y a cette fameuse transversale. Ils sont passés pas loin de pouvoir peut-être accrocher quelque chose. Oui, bon, après, je pense que cette équipe du Burundi, en fait, elle aurait mérité de marquer, en fait, mais voilà, je pense qu'ils sont en train de se faire, ils se font à l'expérience de... C'est la première CAN aussi. Ouais, ils se font en contexte de Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, je pense que Fiston Abourazak, qui est un des meilleurs buteurs des éliminatoires, je pense aussi il se met dans le rythme. Beraino, tous ces joueurs à Missy, ils se mettent dans le rythme. Et je pense que pour leur second match, ils seront déjà un peu plus, voilà, ils seront un peu plus dedans. Mais honnêtement, ils n'ont pas à rougir. Ils ont perdu 1-0 contre le Nigeria, rien n'est perdu. Et comme on l'a dit et on le dira plusieurs fois, on peut se qualifier en tant que meilleur troisième. Exactement. Et voilà, pourquoi pas. Sans doute qu'il y aura quelque chose à jouer, notamment l'opposition entre le Burundi et Madagascar. C'est peut-être là que ça va jouer, non? Ouais, je pense que c'est là que ça va jouer. Et au-delà de ça, le Burundi a livré une très belle prestation, je trouve. Ils ont répondu présent. Ils ont joué leur jeu. Ils se sont procurés de très belles occasions, notamment une qu'ils auraient pu conclure. Et je pense que contre Madagascar, il y a vraiment quelque chose à jouer s'ils veulent accrocher les troisièmes meilleurs. Ouais. Et pourquoi pas accéder au 8e. J'ai l'impression de triper que Burundi, ce sera meilleur troisième ou à la maison. C'est peut-être un peu réducteur ou on reste en calme? Non, dans le sens où je dis ça, c'est que on est tous d'accord ici que le Burundi a fait quand même une bonne prestation. Mais après, c'est vrai qu'au niveau tactique, ils étaient tellement bas, surtout au niveau de leur pressing, qu'ils ont eu du mal aussi dans les contre-attaques. On voit énormément de ballons perdus, surtout sur du jeu long. On en revient toujours à la même chose. C'est que quand on fait du jeu long et qu'on sort par derrière, eh ben ça sert à rien. Mais je pense que, après voilà, si le meilleur troisième peut s'en sortir, pourquoi pas le Burundi? Pourquoi pas le Burundi? On rappelle les deux adversaires du Burundi, ce sera la Guinée et Madagascar. Il faudra peut-être prendre 3 points, ça peut être juste, mais ça peut passer, sinon il faudra 4 points, donc au moins une victoire et un nul. Jouable dans les faits? Après, il y a un point positif, à savoir qu'ils ont joué l'épouvantail de ce groupe, et donc tu arrives sur 2 oppositions plus abordables, et donc ça peut être leur salut de se dire qu'on a fait plus que jeu honorable face à l'épouvantail du groupe, et là on a 2 oppositions qui sont plus adaptées à nos qualités. Est-ce qu'il n'y a pas un danger de relâchement aussi, justement, de se dire le plus dur est fait, maintenant on va pouvoir souffler? Non, je pense pas, parce qu'il y a quand même une défaite, parce qu'on dit ça, on parle d'une prestation qui a été convaincante, entre guillemets, mais à côté de ça, il y a une défaite. La défaite, c'est une sanction. Et donc, ils ne peuvent pas non plus partir avec l'esprit satisfait. Ils sont dans une logique de rebond sur le prochain match et il va falloir gagner. Alors, on a vu le Burundi qui a fait un match convaincant, mais qui a perdu. L'Ouganda qui a surpris la RDC. Justement, est-ce que ce n'est pas ces nations-là qui sont, entre guillemets, entre les nations montantes un petit peu, les anciennes petites équipes qui maintenant vont venir poser des problèmes aux soi-disant ou aux grandes nations du continent? Je pense qu'à l'heure actuelle, dans le football, il n'y a plus de petites équipes. Ouais. On l'a vu avec tous les scénarios possibles et imaginables ces derniers temps en Ligue des Champions, etc. Il n'y a plus de petites équipes. Les équipes viennent dans les grandes compétitions beaucoup plus préparées, beaucoup plus entraînées, avec les vidéos, en étudiant techniquement, tactiquement leur adversaire. Donc les nations montantes, elles peuvent venir chatouiller les gros. Les gros dans toutes les compétitions maintenant. Surtout qu'à côté, on n'a rien à perdre. C'est la première CAN, notamment le Burundi, c'est que du bonus. C'est quand même le premier match. Ouais. Donc le premier match, c'est aussi plein de facteurs qu'on peut donner. Il y a la chaleur, il y a l'horaire, il y a aussi les premières CAN pour certains joueurs. Donc tout ça, il faut aussi prendre en compte. Après, c'est surtout sur le deuxième match qu'on verra l'évolution. Soit il y a un relâchement, ou soit une évolution de la part de ces nations. D'accord.
Ça, c'est le professionnel qui parle. Voilà. Messieurs et madame, on passe au troisième match. Guinée-Madagascar. Alors, ce n'était pas forcément peut-être l'affiche qu'on attendait, mais finalement, il y a eu le plus de spectacles, le plus de buts. Deux buts partout sur ce match. Elton, vous en avez pensé quoi de la prestation de la Guinée qui était attendue pour peut-être normalement être le favori de la rencontre? Alors sur la Guinée, la première mi-temps, on l'a vu, il y a une première partie, on rentre dans la compétition, donc forcément on est aussi sans Naby Keïta, et donc ça impacte l'équipe. On a eu du mal à développer le jeu. Ensuite, il y a cette superbe passe de Diawara pour Sory Kaba qui fait que la situation se décante bien en première mi-temps, mais après il y a quelque chose à l'échelle de la CAN qui n'est pas possible, c'est le blackout de 15 minutes. C'est-à-dire qu'on est sur un match où les oppositions sont proches, tu ne peux pas te permettre d'encaisser 2 buts dans un laps de temps de 10 minutes. Et donc, forcément, ils ont été dans une logique de remonter les scores. Il y a tout de suite Naby Keïta qui est revenu, qui est venu en jeu pour apporter la différence. Au final, il y a Traoré qui a fait une bonne deuxième mi-temps, qui apporte ce penalty et ensuite qui est transformé par Kamano. Et au final, la Guinée, à force de déployer de l'énergie pour revenir au score, il leur a manqué ce petit extra dans les 20 dernières minutes pour pouvoir l'emporter. Bruno, je voyais sourire quand il a parlé de blackout. On peut vraiment dire ça? Ah oui, après, moi j'ai beaucoup aimé l'équipe de Madagascar, et pour moi, s'il n'y a pas cette faute je sais plus si c'est Romain Métanire qui fait cette faute, pour moi ils auraient gagné le match et ça aurait été mérité. Nicolas Dupuis, honnêtement, il connaît pas vraiment le foot africain, c'est sa première expérience, et la façon dont il fait jouer cette équipe, l'esprit qui en ressort, et je trouve aussi techniquement au milieu de terrain c'est vraiment intéressant avec Ilaima Aritra notamment que moi je connaissais déjà, et qui est un joueur propre, voilà, capable de faire ressortir les ballons. Il y a aussi Carolus, l'ailier droit. Et en fait, je trouve que voilà, c'est intéressant et je demande à les revoir. Je pense que déjà, Dupuis va leur dire, voilà, écoutez les gars, vous faites plus de fautes comme ça, hein, et surtout pas prendre de carton après. Et je pense que ça va... Déjà, leur esprit me plaisait bien, mais là, j'ai été agréablement surpris. On rappelle, la Guinée qui a fini premier de son groupe qualificatif devant la Côte d'Ivoire, on s'attendait peut-être Ripi à un meilleur visage. On s'attendait à un meilleur visage, mais comme on dit, c'est le premier match. Après, Madagascar, je ne dis pas qu'ils m'ont surpris, parce qu'en fait, dans leur équipe, on voit aussi qu'ils ont énormément de joueurs qui jouent en Europe. Oui. Donc ça fait quand même une différence, surtout au niveau technique. Et on a vu qu'il y a une opposition, on va dire, équilibrée durant ce match. Moi, j'ai bien aimé. Après, comme Bruno l'a assez bien dit, je pense que voilà, le Madagascar, on aimerait revoir encore sur le deuxième match, ou voir un peu plus aussi sur le troisième match, comment ils vont pouvoir évoluer dans cette compétition. Alison, la prestation des deux équipes, on a pensé quoi? On attendait la Guinée. Je pense qu'ils ont livré tout de même une prestation correcte. Après, on attendait plus. Je pense que le 2-2, c'est un match... c'est un résultat qui reflète assez peu finalement, parce que comme le disait Bruno, si Madagascar l'emporte, il n'y a pas du tout scandale. Madagascar a très bien joué. Moi, pour ma part, il m'a surpris. Ils ont livré une très très belle prestation, une très belle opposition aussi, et je demande à les voir au prochain match. Alors, on va revenir sur un fait de jeu. C'est pas un fait de jeu, mais c'est l'entrée en jeu de Naby Keïta. Elton, est-ce que là, quelque part, c'est pas un signe de faiblesse de Paul Poul qui se dit bon, ben là, c'est un peu sauf qu'il peut, il faut que je fasse jouer Naby Keïta, même s'il est pas prêt physiquement. La CAN, c'est une poule de 3 matchs, et donc forcément, dès que tu perds, c'est très mal engagé. Donc à un moment donné, quand bien même l'état de Naby Keïta, il y a eu beaucoup d'on-dit, entre guillemets, que ce soit du côté de Liverpool, que ce soit du côté du staff guinéen. Naby Keïta devait rentrer, mais maintenant on l'a vu, il a court de rythme, on ne peut pas lui demander quelque chose d'exceptionnel. Donc il s'est contenté en gros d'apporter ce qu'il peut apporter habituellement, mais à des standards nettement moins élevés, parce qu'on l'a vu par moment, il est forcé sur ses touches de balle, il a cette balle de match, bon au final il passe à côté, mais on va pas lui jeter la pierre, parce que c'était quoi son dernier match? C'était Barcelone, donc ça remonte à énormément de temps, c'est quasiment 2 mois d'arrêt. On est sur un tournoi qui est exigeant comme la CAN, avec des températures très très lourdes, très lourdes, donc moi je m'attendais pas à grand chose.
le point positif, c'est qu'il a pu rentrer en jeu dès le premier match et donc il va être dans une logique de montée en puissance. Bruno, la Guinée et les Guinéens attendent beaucoup de Naby Keïta, c'est la star de l'équipe, mais malheureusement c'est un joueur qui n'est pas en pleine possession de ses moyens. On a vu les conditions météorologiques en Égypte, il fait très chaud, il fait très lourd. Est-ce que c'est pas tout ça réuni, ça va pas être un petit peu trop pour lui, pour ses petites épaules? Déjà il n'est pas au meilleur de sa forme déjà. Effectivement, je pense qu'il ne serait pas forcément rentré si ça s'était bien passé pour la Guinée, mais enfin, je sais pas, faut bosser un peu quand même, monsieur Pute, voilà quoi. C'est pas Naby Keïta qui va tout régler. Je veux bien qu'il ait tâtonné, qu'il sache pas trop comment le remplacer sur le terrain, etc. Mais voilà, et Naby Keïta n'est pas au top de sa forme, il faut qu'il trouve d'autres solutions et qu'il soit un peu plus, qu'il mette une équipe un peu plus cohérente, quoi. Moi, je suis désolé, janvier là en défense centrale avec la Guinée, voilà, son match, son alignement, enfin, il y a matière à avoir un collectif un peu plus solide que ça, à pas se miser sur Keïta. Qu'il fallait le préserver pour ce match, au vu de son état physique, et voir après s'il allait mieux et s'il pouvait apporter plus à son équipe au second match et au troisième. Mais c'est vrai que sur la dynamique de la Guinée, elle n'est pas aussi bien qu'à la fin des qualifs. On se souvient que c'est l'une des premières équipes qualifiées pour la CAN. Elle a remporté sa poule avec autorité, mais après, il y a une dynamique qui n'est pas bonne. Elle est aussi due à l'absence de Naby Keïta. Ça reste des matchs amicaux, mais l'évolution n'était pas meilleure, elle ne progressait pas, et ça s'est retranscrit sur ce premier match, à savoir qu'on a eu les mêmes difficultés, notamment sur la gestion de la profondeur, avec Janvier qui a incarné cette fébrilité, c'est-à-dire il ne savait pas quand, s'il devait prendre son attaquant ou s'il devait être dans un rôle de couverture, c'est-à-dire attendre que l'attaquant il prenne le ballon puis tout de suite aller sur lui. On a vu cette fébrilité qui a été incarnée par lui. Tripi, est-ce que la Guinée peut aller loin en étant aussi, on va dire, Naby dépendante? Après, moi, je comprends aussi le sélectionneur, parce que Naby Keïta, c'est quand même la masterclass. Ouais. Par rapport aussi au continent africain, par rapport aussi à ce qu'il a fait aussi à Liverpool avant sa blessure. On parle d'un champion d'Europe. Ouais. Voilà, tu vois, donc je comprends aussi le fait qu'on peut le préserver, mais je comprends aussi le sélectionneur qui a envie de le faire entrer, parce que faire entrer un joueur comme ça dans une équipe, ça peut aussi propulser aussi les autres joueurs à élever leur niveau. Ouais, mais s'il n'est pas au meilleur de sa forme... Ouais, mais tu sais, après, c'est plus aussi un niveau mental. C'est le fait qu'il soit sur le terrain, ça peut emmener quelque chose. Après, bien sûr, on a vu que physiquement, il n'était pas encore prêt. On a vu que techniquement, de temps en temps, il arrivait à sortir certaines choses. La tête qui rate, on sent que aussi, c'est aussi des questions de répétition, de choses qu'il n'a plus l'habitude de faire. Mais voilà, après, c'est au sélectionneur aussi de trouver autre chose, parce que je pense aussi qu'il y a d'autres joueurs de qualité dans cette équipe de Guinée. Alors justement, une nouvelle question de téléspectateurs sur Twitter, l'occasion de rappeler le hashtag AfterCAN pour poser vos questions. Je pense que c'est un supporter guinéen, Alfred Sibiri Niébé, qui nous dit comment qualifiez-vous la Guinée pour le reste de leur match? En somme, je retraduis un petit peu. À quoi s'attendre pour les 2 prochains matchs? Sur les 2 prochains matchs, il va y avoir l'opposition face au Nigeria qui va être très intéressante. Ils ont, entre guillemets, laissé passer cette chance du premier match. Moi, je m'attends à une Guinée qui produise 2 matchs qui vont être très intéressants, avec notamment un Naby Keïta. Il y a quand même des individualités qui sont intéressantes à l'échelle du continent africain. Bon, elles n'étaient pas très en vue, je fais notamment référence à Kamano. Mais est-ce que Kamano, il a eu les bons ballons pour pouvoir faire les différences sur son côté? Je ne suis pas persuadé. Kaba, qui sortait d'une deuxième partie de saison, enfin, il vient d'arriver à Dijon, c'était pas satisfaisant. Moi, j'ai trouvé plutôt intéressant, notamment sur son jeu de remise, sur cette idée d'aller faire les déviations pour Kamano. Donc moi je m'attends à une équipe en progrès. Alors est-ce qu'on doit s'inquiéter pour la Guinée? Alors très franchement, avec ce que j'ai vu de la Guinée aujourd'hui, connaissant le Nigeria clinique qu'on a vu tout à l'heure et depuis plusieurs mois, franchement c'est mort. Hein. Je pense que la Guinée va perdre ce match. C'est qui parle ou c'est... Non, franchement très objectivement, cette Guinée qui tâtonne, qui ne sait pas trop si c'est Naby Keïta qui doit jouer ou visiblement tout n'est pas clair dans l'organisation. Je pense qu'ils vont perdre contre le Nigeria. Après, ils peuvent se refaire contre le Burundi, mais déjà, en fait, il y a le résultat certes, mais ce que la Guinée a montré, et je trouve que dans ce groupe-là, c'est insuffisant. C'est pas un bloc assez compact, assez cohérent. Vous êtes inquiet ou pas pour la Guinée, Alison? Inquiet, non.
Mais on attend plus de la Guinée et je pense que ça va être compliqué si la Guinée ne montre pas notre visage. Trippi, ils vont monter en régime ou ça va avec notamment qui est un... Ils vont monter en régime, mais surtout, c'est à eux aussi de travailler la ligne défensive. Parce qu'on a vu aussi sur ce match, les buts qu'il y a eu, c'est beaucoup de sauts de concentration dû au mauvais alignement des deux défenses. Alors oui, justement, par les défenseurs, c'est Janvier et Fallet qui sont en charnière. Janvier, c'est un nouveau venu dans la sélection. Que penser de lui du coup? Parce que c'est quelqu'un qui arrive juste pour la compétition, qui prend la place de quelqu'un qui a fait tous les éliminatoires. C'est le fameux problème des binationaux. Une mauvaise habitude qu'on prend dans nos sélections. C'est ça, moi j'ai pas compris, on en parlait en off, j'ai pas compris cette titularisation. Moi je pense qu'il faut s'appuyer sur l'ossature et donc cette titularisation ne se justifie pas forcément. Et on l'a vu qu'il y avait des problèmes d'automatisme. Par exemple, on voit sur le second but, il sait pas à quel moment il doit switcher avec son latéral droit pour gérer l'attaquant qui va attaquer la profondeur. Donc on voit bien que c'est des problèmes d'automatisme. On est sur une canne, il n'y a pas lieu de faire des essais. Et donc c'est pour ça que j'ai pas compris cette titularisation. Alors avant de se quitter, on va passer forcément au jeu des pronostics comme tous les soirs avec notre partenaire Mon Petit Gazon. D'ailleurs, pour l'occasion, si vous voulez rejoindre nous sur la Ligue Stade d'Afrique, venez nous défier, on pronostique tous. Bon, moi je suis pas très bien classé, mais je vais essayer de me refaire. La Ligue Stade d'Afrique. Challenge After CAN, rejoignez-nous, faites vos pronostics sur toute la CAN et après, à la fin de la CAN, le mieux classé aura un petit lot, un petit cadeau, c'est nous qui offrons. Alors, juste avant de finir, les matchs de ce dimanche, Maroc-Namibie, Sénégal-Tanzanie, Algérie-Kenya. Alors, premier tour de table, Maroc-Namibie, qui gagne? Alison? Je vois bien Maroc. Maroc, un score peut-être? Un petit score, 1-0. Trippi? Je vois bien le Maroc 2-0. Maroc 2-0, Elton? Maroc 3-1. Bruno? Maroc 3-1 aussi. Maroc vainqueur partout alors. Ensuite, Sénégal-Tanzanie. Sénégal. Sénégal. Sénégal, 3-1. Et vous voyez des scores, ça commence à être fleuve là. On est optimiste. Je joue aussi le Sénégal, avec tout ce qu'ils nous ont montré, je pense qu'un petit 2-0 encore, ça fait du bien. 2-0, Elton? Je vais dire la même chose, Sénégal 2-0. Moi je dirais Sénégal 4-1. Ah ouais. Grosse cote. Grosse cote. Et enfin, pour conclure la soirée, ce sera Algérie-Kenya. Je vois l'Algérie avec 1-0. 1-0, plus serré déjà là. Moi je vois un match nul parce que l'Algérie, ce qui nous montre depuis un certain moment... Il y a de quoi s'inquiéter. Il y a de quoi s'inquiéter. Un partout. Aussi, alors ok. Algérie, 2-1 pour l'Algérie. 2-1 pour l'Algérie. Ok, c'est noté. On verra qui a fait les meilleurs pronos. On en reparlera demain. Moi, je serai là... pas avec les mêmes invités parce qu'ils ont d'autres choses à faire, mais en tout cas, on nous retrouvera plus tard dans la compétition avec beaucoup de plaisir. Continuez à réagir sur le hashtag AfterCAN et aussi sur Facebook, par message, et notamment sur les photos qui sont postées. On se retrouve demain, même lieu, même heure. D'ici là, portez-vous bien. Allez, bonne soirée à tous.